Bienvenue dans Popcom RSE, le podcast qui fait éclater au grand jour les recettes clés de la communication RSE, et le tout sans greenwashing. Nous vous proposons aujourd'hui de parler du jeu des 1000 francs, et puis des 1000 euros. Un jeu radio mythique qui a démarré en 1958 et qui tourne toujours dans toute la France. J'avoue que je ne connaissais pas cette émission, Mathieu, mais merci de m'avoir ouvert les yeux. Ce genre de concept est une perle sociétale. C'est le contraire du rêve. C'est un mélange de plongée dans la France de Monsieur, Madame, tout le monde, dans sa simplicité la plus absolue. L'anti-hype, le slow show par excellence, où les questions de culture générale sont proposées par des auditrices, auditeurs anonymes, à des candidats sans prétention et animés par des présentateurs ouverts et attentionnés. Ça va être difficile de critiquer cette émission, Mathieu, merci. Je suis ravi que ça te plaise, Ludovic. Pour la petite histoire, moi j'ai écouté cette émission dans la cuisine de mes grands-parents il y a, allez 40 ans. Ah, Donc voilà, c'était le jeu des 1000 francs à l'époque et il faut croire que ça m'a marqué. complètement. Le programme ne dure qu'un quart d'heure, mais il ronronne, donc comme tu le disais, hein, depuis plus de 65 ans. Le présentateur en ce moment, Nicolas Stoufflet, et son équipe sillonnent la France, accueillis par des communes qui se battent pour les recevoir. Depuis 2023, on peut enfin voir l'émission à la télé, sur France 3, il me semble. Et donc je vous recommande à toutes et tous d'aller voir ce bijou d'authenticité. Question pour un champion, à côté, c'est Moderne et Strass-Payet, hein. Heu, bref, avons-nous ici, Mathieu, une émission qui se rapproche, un peu trop, des enjeux de la com responsable? Oui, moi ce que j'aime dans cette émission, c'est la persévérance, la communication dans la durée, en étant stable, fidèle, voilà. On a un concept au départ, on s'y tient, et on a une cohérence d'une émission sur l'autre. Voilà, on est resté sur les 1000 francs. Alors certes, ils sont passés de 1000 francs à 1000 euros, mais face aux autres jeux qui proposent des millions, ils sont restés là-dessus, en se disant: «Mais c'est pas l'enjeu principal». On est vraiment sur la démarche qui compte et le fait de se poser des questions, de se creuser la cervelle et bien sûr, de faire intervenir le public. Ouais, À la fois pour les personnes qui vont répondre aux questions, mais aussi pour proposer des questions et le gain en fait est partagé, soit entre la personne qui trouve la réponse, si vous ne trouvez pas, c'est la personne qui a posé la question qui va empocher 40 €. Voilà ça, c'est et donc formidable. je trouve ça intéressant ce côté, vraiment, ouais, la persévérance et de se dire: «On n'est pas sur des coûts de communication en matière de RSE». La stratégie RSE, c'est une démarche d'amélioration continue, qui va nécessiter, d'embarquer toutes ces parties prenantes internes et externes. Ça prend du temps, c'est un objectif stratégique de progression et donc la communication doit refléter ce cheminement et donc ça doit se faire, par petites touches très régulières, en s'appuyant sur différents outils de communication, à la fois en interne, en externe et donc j'aime bien ce côté, aussi, humilité par rapport au si je fais le Ah mais parallèle avec le gain, c'est complètement. plutôt la démarche qui compte plutôt que, le trophée qu'on pourra avoir à l'arrivée, voilà. C'est complètement ça, et en fait, j'aime beaucoup, moi, l'aspect, très local, en fait, très, ils se retrouvent dans des villages, des villes, que peu de personnes ne connaissent, à part évidemment les gens qui vivent aux alentours. Et ça doit Et être, la fête, hein, sur place, ouais, d'accueillir, France Inter et l'émission et c'est l'animateur et son équipe, c'est vrai enfin, on sent que la salle est comble à chaque fois. ouais, c'est ça. C'est fou. C'est le côté contenu aussi. C'est-à-dire qu'on comprend que ce sont les questions qui suscitent, l'intérêt et bien sûr les personnes Ouais. qui les posent et à qui on va les poser et l'ambiance dans le public et je trouve, voilà, ça c'est ça qu'on peut retenir aussi, c'est ce côté, comment est-ce qu'on peut valoriser tous nos salariés, toutes nos salariés qui s'engagent à leur niveau, dans leur fonction, en fonction de leur enfin, avec leur niveau de compétence. Hem et j'aimerais citer une entreprise que j'accompagne depuis quelques mois, qui m'a marqué par ce côté humain. C'est l'entreprise Hager Group. Donc c'est une entreprise OK. mondiale qui travaille sur l'électrification des bâtiments et heu et j'ai été marqué de donc c'est une entreprise quand même de taille intermédiaire puisqu'ils ont 10 000, ils ont quand même 10 000 salariés et ils sont présents dans le Ah monde oui. entier. Mais à chacun des postes, dans les communications, on a des photos de gens, de vrais gens et Ouais. heu et en fait, chaque poste est incarné
Et je trouvais ça, voilà, je trouve que ça ressemblait à ce côté, on va à la rencontre, non pas des villages, mais des fonctions, des usines, des sites de production, des sites commerciaux et cetera. Des plutôt des fonctions support et donc c'est une sorte de voyage dans l'entreprise à chaque fois Oui, et c'est très ressources humaines, j'ai envie de dire, hein. C'est vraiment baser, sa communication sur les gens, s'appuyer sur leur personnalité, sur la diversité et cetera. Donc effectivement, ça ne peut que, toucher, les personnes qui sont dans l'entreprise. c'est ça, je Je pense, à un vois, je double niveau. Ça ouais. ç ça va valoriser les personnes, les salariés, donc ils vont être fiers aussi de s'engager parce que leur entreprise, les met en avant. Mmh. Et je trouve que ça apporte de la c'est un mot qui revient souvent dans ma bouche, hein, la question de la crédibilité, de l'authenticité Ouais. et je trouve que ça fait vrai et donc en opposition à, toutes ces idées reçues sur c'est de la com, c'est du marketing, c'est de la vitrine. Là non, on sent bien que c'est vrai. Je voulais revenir sur ce concept, de jeu, en fait, avec ma première question sucré-salé. Comment expliques-tu que ce jeu de 65 ans, n'ait quasiment pas évolué? Et pour le ramener à la com RSE, peut-on parler d'une évolution des pratiques, en communication RSE? Je pense que tu as raison de souligner la nécessité d'évoluer dans le temps et là on est sur un format, d'émission, donc je ne sais pas pourquoi, ils la maintiennent comme ça sur ce format figé. Est-ce qu'il y aurait pas des possibilités de la moderniser? Hem, Même s'ils sont quand même passés à la télé, voilà, ils ont C'est vrai. sur la com RSE, je pense ce qui est important, c'est, bien sûr de s'appuyer sur les outils actuels, notamment les outils de communication qui vont être utilisés par, nos différents publics et on a bien vu que, ces 15-20 dernières années, la montée en puissance d'abord du web, puis des réseaux sociaux, change la manière de communiquer sur nos stratégies RSE, sur ces résultats. On on peut avoir envie d'aller vers davantage de snack content, ce qui va bien avec le thème de notre, podcast, Et oui. sur des contenus qui sont agréables à grignoter, qui sont peut-être un peu moins fouillés. Heu, ça me paraît très important de faire ça, dans la mesure où, à chaque fois, on va pouvoir proposer des liens vers des contenus qui sont plus solides, plus étoffés, notamment sur le site web ou renvoyer vers le rapport RSE, par exemple. Voilà et donc l'idée, c'est, de construire cette communication dans la durée en cohérence, en s'appuyant sur les outils d'aujourd'hui. Et vient, comme tu l'as souligné, la question de l'IA. Le risque, un des risques de l'IA, c'est d'avoir un contenu qui va être lissé, qui va être, Impersonnel. homogénéisé, Mmh. impersonnel, où on va perdre en authenticité et potentiellement sur lesquels il peut y avoir des erreurs, des stéréotypes et cetera. Donc il y a vraiment un enjeu pour les entreprises d'utiliser ces outils-là à bon escient dans une recherche de moins de contenu, mais mieux d'efficacité, mieux d'interaction avec les publics, heu, voilà et pas le toujours plus parce que c'est ce que nous permet l'IA, c'est de publier toujours plus, plus facilement, traduire en plein de langues et diffuser, largement et ça, il me semble que ça va à l'encontre de d'un objectif de communication qui est de communiquer de façon sincère, appropriée, et avec une forme d'authenticité. Oui, c'est ça, souligner ces différences, effectivement, ouais. J'ai une autre question, sucrée-salée, en lien avec la l'humilité qui se dégage, du jeu des 1 000 €, de ses participants et de ses présentateurs aussi d'ailleurs. Est-ce que tu peux être humble et leader à la fois en tant qu'entreprise dans la com RSE? Et est-ce que, il existe des exemples, de com RSE qui utilisent l'humour, qui est quand même quelque chose de très recherché en France, il me semble, hein? Pour se divertir, mais aussi pour s'informer. Alors sur ta première question, peut-on être leader et humble? Hem, oui et je dirais c'est même nécessaire, on va dire. Je travaille depuis quelques semaines avec, l'entreprise Schneider Electric Ouais. qui est, classée, ces dernières années comme, l'entreprise la plus responsable du monde dans Waouh! différents classements Rien que ça, et OK. donc ils se présentent comme the most sustainable company in the world et justement, là, les derniers échanges que j'ai eus avec leur nouvelle, responsable RSE, Jordan de Villaret, elle m elle m'a dit: «Mais en fait, on est un peu gêné
par cette posture-là de champion du monde. Parce qu'on comprend que, oui, on est très avancé, on fait plein de choses, on embarque, tous nos prestataires, nos clients et cetera, mais c'est pas une course, à gagner, quoi, et on a encore des progrès à faire. Non, complètement, on en a déjà parlé lors d'un précédent épisode aussi, il me semble, à savoir, c'est une étape, mais il faut s'inscrire dans le temps et du coup, c'est pas parce qu'on est leader à un moment qu'on va l'être, demain, Et les questions j'imagine. qui se posent, c'est, comment est-ce qu'on continue à valoriser notre engagement, nos succès, mais sans donner l'impression, notamment sans tomber dans le greenwashing? C'est pas évident effectivement, de savoir équilibrer sa communication, à ce niveau. Ça me fait d'ailleurs penser à Decathlon, qui est une entreprise très innovante, en phase avec son époque, qui a une excellente image de marque, mais qui a rencontré, quelques difficultés en termes d'image il y a quelques années, dans les médias en tout cas. Mais malgré cela, elle a su vraiment doser ses efforts, de communication sans tomber dans le greenwashing, il me semble. Heu, J'aimerais entendre tes conseils ou tes retours, sur ce cas précis si tu en as? Oui, alors sur Decathlon, pour avoir aussi, travaillé à leur côté sur les enjeux de lutte contre le greenwashing, on voit bien qu'ils, déjà, c'est une des marques préférées des Françaises et des Français, Mmh. et ils sont très implantés, dans tout le territoire, et bien sûr, au-delà des frontières françaises, et il y a un enjeu de comment est-ce qu'on continue à se développer, à croître en tant qu'entreprise multinationale, et donc à produire toujours plus, tout en gardant certaines valeurs, certaines règles clés. Alors, ils sont très forts dans l'éco-conception de leurs produits, et c'est vrai que récemment, ils avaient été critiqués sur les conditions de fabrication de certains produits. Mais c'est toute la difficulté, hein, du contrôle de sa chaîne de fabrication, des Ouais, sous-traitants, de sous-traitants, de sous-traitants, sans doute. Donc c'est pas évident, et effectivement, en interne, ça doit pas être facile à vivre aussi. Après le dernier, entre guillemets «scandale médiatique» qu'il y avait eu, j'étais allé dans une boutique, Decathlon, et j'avais posé la question, donc on était 2 semaines après, la parution des articles et tout, et j'avais posé la question à un vendeur. J'avais dit: «Alors, vous avez pas trop de critiques négatives?» Mais il m'avait dit: «Mais personne nous en parle». ouais. Donc c'était peut-être pas, enfin, c'était peut-être exceptionnel, peut-être que ça s'est produit dans d'autres magasins, mais en tout cas, j'avais ressenti que c'était plus un problème en interne pour les salariés que pour le public. Ouais. Voilà, C'est-à-dire qu'il y a un niveau d'exigence peut-être qui monte avec, avec cette étiquette de leader ou en tout cas ouais, peut-être que le comment public dire? aussi De accepte pionnier. malheureusement, que, dans certains cas, on ait des conditions de fabrication des produits qui soient pas, très satisfaisantes, ou alors que les gens comprennent bien que si j'ai un produit qui est vendu peu cher, bah, je peux pas avoir derrière, donc voilà, ça pose d'autres questions. Et pour répondre à ta deuxième question L'humour, ouais. sur l'humour, j'aime bien citer l'exemple. C'est important, hein, d'avoir une communication qui peut être sur un ton décalé, alors il y a des exemples qui ont plutôt, il faut manier l'humour avec attention, voilà, faut faire attention quand on manie l'humour, parce Ouais, que ça pas de peut être mal discrimination. interprété, voilà, il Mmh. faut pas dénigrer, heu, mais on a des cas qui sont vraiment, intéressants. Moi, je cite souvent, lait de vache, donc des OK. produits laitiers en France qui sont, bio, équitables, donc c'est une filiale du groupe Danone. Et depuis le début, ils ont fait le parti pris de communiquer auprès du grand public avec une tonalité humoristique, mais en abordant des sujets comme, par exemple, un de leurs premiers spots à la télé, c'était sur le bien-être animal des Ah, vaches dans les élevages laitiers. En disant: «Bah, vous faites attention, à au bien-être animal des poules quand vous achetez des œufs, pour le lait et pour les yaourts, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question?» Et ça avec un ton un petit peu décalé, et donc voilà, donc ça je trouve que c'est intéressant. Ça permet de enfin ça me paraît pertinent, et ça c'est aussi une signature de marque en fait, de communication de marque. merci pour cet exemple. J'ai une dernière petite question et c'est une question piège et là, je prends ma fiche. C'est une question de culture générale, Mathieu. Comment s'appelle la femme de Charles VI qui a marié sa fille au roi d'Angleterre et qui a voulu en faire, donc son gendre, le roi de France avec le traité de Troyes? Alors Mathieu? Tu me mettras le ding 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 Tic tac, dans tic l'audio? tac, tic tac. Ah je bon, je suis pas fort en Ah culture non, générale. c'est très compliqué, j'ai mis la barre vraiment très, très haute. C'est une Mais vraie j'ai trouvé question? comment? C'est une vraie question du jeu?
Ah, c'est une vraie question que j'ai entendue en écoutant une des émissions. Je dois la poser à Mathieu parce qu'elle est formidable cette question, parce qu'elle va vraiment chercher très très loin. Donc pour ta gouverne, c'est Isabeau de Bavière, mais c'était quasiment impossible à répondre, donc je ne t'en veux pas. Merci Mathieu pour cette émission et pour tous tes conseils sur la com RSE et cette discussion sur le jeu des 1000 francs. Tu m'as fait découvrir vraiment une émission que j'adore, donc merci. Et on se retrouve pour un prochain épisode de Popcorn RSE bientôt. Merci Ludovic, à bientôt. Salut Mathieu.